C'est une légende à lui tout seul, et c'est tout sauf de la camelote. Depuis 20 ans, il a touché le Graal, un projet total décliné en séries, films, BD qui condense la somme de ses talents. Acteur, auteur, réalisateur, compositeur, mais aussi de sa famille, devant un public toujours plus nombreux. Alexandre Astier est en aparté. Bonjour Alexandre Astier. Bonjour. Bienvenue ici, bienvenue en aparté. Merci Je suis ravie de vous revoir. Mais également. Bon, écoutez, alors jusqu'ici tout va bien. On a fait des travaux, non? Qu'est-ce que c'est? Écoutez, j'avais pas mal d'idées, pour tout vous dire. J'ai même hésité à vous demander une petite démo d'aïkido, mais je me demandais si c'était toujours d'actualité. Si, bah oui, plus que jamais. J'en ai fait depuis l'âge de 14 ans. J'ai fait beaucoup de pauses, parce que c'est avec nos métiers, c'est très dur d'être régulier avec ce qu'on fait. Mais j'ai jamais pu m'en passer. Ouais. Alors, bon, j'avais pas la place pour dresser un banquet. On va s'y atteler la prochaine fois. Mais j'ai quand même une petite option sympathique. Si vous retournez, vous pouvez emporter votre café d'ailleurs. Derrière vous, vous pouvez vous installer sur la table basse, une cloche que vous allez pouvoir soulever. Quand vous dites vous pouvez vous installer sur la table basse. Non, sur le canapé, face à la table basse. Et alors, donc. Alors oui, bah allons-y directement. Alors, regardez, faites maison, ou presque. Oh la vache! Ouais, elle est belle, hein? Bah oui, beau bébé, écoutez, on fait ça bien. Ouais. Bah oui, cette fameuse tarte myrtille, évidemment, elle a du sens. Alors attendez, vous me foutez pas une tarte aux myrtilles sous le pif sans que je puisse la goûter, hein. Elle est prédécoupée, Ah ouais, petite part fine comme ça, petite serviette. Oh la vache, attendez les gars. Bon, on va expliquer. Alors j'explique pendant que vous dégustez. Effectivement, cette fameuse tarte aux myrtilles, c'est celle de votre belle-mère, Dame Célie. Ouais. Enfin, normalement, elle est meilleure quand même, hein, la nôtre. Elle est très bonne celle-là. C'est l'incontournable Dame Célie, c'est l'incontournable belle-mère du roi Arthur. Absolument. Bien entendu, voilà. Alors en fait, le truc, c'est que... L'explication de texte. Elle loupe ses tartes. Mais ma mère, avec tout l'amour que je lui porte, loupe ses tartes. Ah bon? Non, mais c'est vrai qu'à une époque, ce que j'adore, c'est qu'elle loupait ses trucs, mais on se faisait engueuler. C'était vous qui preniez. Ouais, c'est-à-dire, t'as envie de dire, tu goûtes, t'es sympa, c'est le dessert, c'est pourquoi pas, puis putain, ça... Et vous en êtes servi pour nourrir une des scènes, bien sûr. Bah oui, parce qu'après, tu te diras, ça va, hein, c'est bon, je fais ce que je peux, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de myrtille, t'as envie de dire, ouais, mais ok, mais pourquoi? Bon, alors, il y a le livre de recettes également pour elle à disposition. Vous pourrez lui apporter. Bon, évidemment, on est ravis de vous recevoir. J'ai pu assister à la première partie du deuxième volet de la cultissime saga Kaamelott, qui sera en salle dès le 22 octobre prochain. 20 ans, ça y est, après sa création en série. 458 épisodes, une BD en 11 tomes, un premier film qui avait cartonné juste après le confinement, près de 3 millions d'entrées. Je pense qu'on a même dépassé ça aujourd'hui. Mais c'est un petit personnage là avec des grands yeux qui vous fait, j'allais dire, kiffer plus que n'importe qui d'autre. Et vous l'avez vu, vous l'avez pas loupé, il est juste à côté de la tarte à myrtille. Bah, disons que lui, oui, il faut s'en occuper, quoi. faut s'en occuper de ce garçon. Faut le chouchouter. Ouais, puis c'est important de... C'est le héros. Le héros, quand on raconte une histoire, c'est pas simplement celui qui fait des trucs héroïques. Le héros, c'est celui qui transporte le regard des gens dans l'histoire qu'on raconte. Cette figurine, c'est Arthur Pendragon, le héros de Kaamelott. Oui. Techniquement, c'est comme si vous aviez un petit avatar, un petit robot, et que vous envoyiez dans une histoire un petit robot à votre place. Il voit à votre place, il entend à votre place, et il est censé faire un petit peu les choses que vous feriez vous-même si vous aviez la capacité de diriger ce truc-là. Et quand on fait un héros découragé, quand on fait un héros qui n'a plus envie, quand on fait un héros qui reprend du poil de la bête, qui y retourne, puis qui a des soucis et tout ça, si vous n'avez pas loupé trop votre étape où les gens s'attendrissent pour lui, vous leur faites vivre par procuration ce genre de truc, et donc, du coup, il y a une petite responsabilité. Évidemment. Vous partagez finalement beaucoup de vous-même avec cette œuvre. Je parle d'œuvre parce que c'est très complet et parce que vous êtes à tous les étages. Avant de rentrer dans le détail de votre mission sur ce deuxième volet de la cultissime saga Kaamelott, parce que vous êtes vraiment Shiva en quelque sorte. Hein. C'est un peu ce qu'on peut... C'est la première fois qu'on me traite de Shiva. Je suis à 2 doigts de me barrer. Non. On va regarder ce que ça donne en image, si vous voulez bien. Okay. La bande-annonce tout de suite et on se parle juste après. Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde. Ben, si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. Nous
sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon. Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais. En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début. C'est un message des dieux, c'est sûr. Je vous préviens, si on n'arrive pas au bateau à l'heure, on part pas aujourd'hui. Ah, mais 2 secondes peut-être, non? L'aventure, c'est pas la va-vite. Allez hop, table ronde. Passons directement au sujet principal de cette première réunion, les quêtes. Attendez, c'est pas Arthur Pendragon qui préside? Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. Bon sang. Oh là. Tout doux les foufous. Pourquoi est-ce qu'on partirait à l'aventure? Est-ce que les rois risqueront de n'être soudain plus personne? Non mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. De fouler les collines et les prairies nouvelles, d'où surgiront les adversaires? Et les alliés nouveaux? Berlin! Je viens ici te trouver. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Père, vous m'entendez? Seront-ils des chevaliers? À vous de me dire. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et c'est pas encore voté. Et cet Alain Chabat en iroquois extraordinaire, entre autres, mais... Mais Chabat est bien. Non, mais je balance un pavé dans la mare. C'est vrai qu'on va me le reprocher, mais Chabat est bien. Oui, Chabat est pas mal du tout, je veux dire. Un peu comme tout ce deuxième volet, évidemment, et toute votre œuvre, Alexandre Astier. C'est dense, c'est décalé, c'est intelligent, c'est toujours inattendu. C'est anachronique, bien sûr, c'est surprenant et c'est drôle. Je sais pas si c'est anachronique. Non, oh là là, madame, comme oui. vous y allez, attention. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, où est-ce que c'est anachronique? Évidemment. Bon alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Le roi Arthur, il passe par plein d'émotions, dites-moi. Hein. Ouais, c'est un type qui ne gagne pas à avoir trop de choses sur les épaules. Le problème, c'est qu'il a beaucoup de choses sur les épaules, à commencer par essayer de ramener la lumière sur son peuple, trouver le Graal, en expliquant à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est, ce qu'il faut chercher. Et des fois, ça le décourage. Donc, effectivement, il commence cette première partie de deuxième volet un peu sur les genoux. Un peu down, voilà. Il est en pyjama. D'ailleurs, c'est une imprécision. Il n'est pas en pyjama, il est en babygros. En babygros ou en grenouillère, comme vous voulez, c'est ça. Et il est extraordinaire, ce costard, parce qu'il y a même les 2 boutons pour ouvrir derrière. Bon, je m'en sers pas dans le film, mais ils y étaient. Ouais, il est découragé. Et il a honte aussi. Hein. Il a honte de son mal-être. Il l'assume pas. Évidemment, l'époque veut ça. C'est un truc que j'ai remarqué au fur et à mesure, à force d'écrire Arthur. J'ai remarqué qu'en fait, il avouait tout à fait son découragement à ses pairs. Il supportait pas quand les jeunes étaient témoins de sa dépression. Ça le fout. Dans la fin de KV1, du premier volet, il se met sur la table comme ça, il s'apprête à recevoir la forteresse qui s'écroule, il se suicide en gros comme ça, et paf, il y a 2 jeunes qui trouvent le passage secret pour lui dire « si, on est là », et d'un coup, et ça le saisit, quoi. Ça, il veut pas qu'on le voie comme ça, face à des gens qui ont l'espoir, l'optimisme, l'envie de le faire, il assume pas du tout sa position. Ouais. Alors, il assume pas, il va falloir partir à l'aventure, en tout cas. Plusieurs troupes de chevaliers, les 4 coins du monde. Que vont-ils chercher, prouver, disputer, en quelque sorte? C'est une histoire de noblesse, c'est une histoire de sentiments. Ils vont se distinguer. Ils vont partir aux 4 coins du monde pour simplement prouver leur valeur morale, leur intégrité, leur engagement. C'est plus politique qu'autre chose, d'ailleurs. Peu importe ce qui y sauve, peu importe quel monstre y terrasse, peu importe quel village ils vont sortir du pétrin parce que je ne sais quel oppresseur. Peu importe. Mais en tout cas, ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes, ça peut être... Comme dit mon camarade Haroun dans le film, c'est pas la peine de faire un truc énorme, hein, un petit antagoniste, un petit périple, hop, paf l'antagoniste, vous revenez, c'est bon. C'est le principe. Et vous citez Haroun, mais on peut en citer d'autres, parce que la distribution, elle est 3 étoiles, comme toujours avec vous, et des surprises aussi. Ouais, il y a du monde, hein, il y a du monde qui vous entoure, du beau monde.
Évidemment, on retrouve vos compères du début, comme Jean-Christophe Imbert, Caradoc, Anne Giroir, sa femme, Audrey Fleurot, bien sûr, en Dame du Lac, haute en couleur, enfin plutôt grise, mais quand même haute en couleur. Ah, elle est cradingue. Elle est cradingue, elles Ouais. sont pas bons du tout. Vous avez aussi accueilli quelques nouveaux, Franck Dubosc, Virginie Doyen, Redouane Bougueraba. J'avoue que je me suis régalée parce que son accent là, j'ai trouvé, c'était Dubosc qui n'est pas dans savoureux. ce volet encore. Il est dans ce volet, mais il est dans la deuxième partie qui arrive en novembre. Ouais. Bien sûr, ou encore l'humoriste Moguise également. Quand même, tous ces nouveaux venus, pourquoi eux? Comment vous décidez? Parce qu'il y a un travail d'orfèvre. Et puis, encore une fois, vous êtes sur tous les terrains, vous, Alexandre Astier. Pourquoi eux? C'est un de mes plus grands plaisirs de metteur en scène. C'est d'avoir envie de m'amuser avec quelqu'un et de lui dire « Viens jouer avec moi ». C'est un plaisir absolument inégalable de faire ça. Pour des choses, évidemment, comme Chabat, c'est vrai que Chabat, tu te dis, j'aimerais bien lui écrire ça, j'aimerais bien qu'il dise un truc comme ça, j'aimerais bien situation. Et quand tu appelles Chabat et qu'il dit j'arrive, c'est génial, quoi. Mais il y a aussi des gens, tu scrolles un peu, tu te dis, putain, il a quelque chose, ce gars. Voilà, cette fille, elle a un truc. Oui, elle fait des conneries avec son téléphone, bon, machin, etc. Mais il y a un truc d'acteur dessous. Il y a un truc, les temps sont respectés. Parce que ce qui est hyper agréable, je me lève, je m'en fous, je suis chez moi. Ce qui est hyper agréable, c'est qu'avec les réseaux, quand les gens ils font leur vidéo tout seuls et qu'ils en fait, ils choisissent leur timing, ils choisissent leur rythme, ils sont chez eux, il n'y a pas un prod derrière qui leur dit attention, ce qui plaît en ce moment, c'est de faire ci, de faire mi, ce qui marche. Non, il n'y a rien qui marche en ce moment, ils font leur truc à eux. Et des fois, on arrive à déceler un truc où tu dis ah putain, lui, je pourrais lui écrire ça, lui, il pourrait faire ça, machin. Alors du coup, je leur envoie un message, ça vous dit de bosser avec moi? De temps en temps, ils sont d'accord. Alors, ils viennent, et puis des fois, ils sont intimidés, parce que Kaamelott, c'est devenu un genre d'institution un peu maintenant. Bah oui. Je suis un vieux. C'est partie du paysage, évidemment. Ouais, voilà. Donc, ils arrivent, et puis il y a des Galliennes, des Cordillac, des machins. Les gars, ils sont comme ça. Ils ont des fois jamais joué au cinéma, même nulle part. Ils ont joué que chez eux. Et ça, je trouve que c'est un bonheur incroyable. C'est fou l'effet que ça me fait. D'accueillir et de dire non mais t'es chez toi. Ah, alors justement, vous accueillez, mais vous dirigez quand même, parce que accueillir, de main de maître. Bah, évidemment. Vous imaginez pas l'autorité du gars. Bah, bien sûr. Alors moi, j'ai envie de savoir juste qui vous êtes quand vous dirigez justement. Qui êtes-vous, Alexandre Astier, en directeur d'acteur? En directeur d'acteur, je vais vous dire, moi j'ai vu des acteurs toute ma vie, parce que mes parents sont acteurs, et il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas comment faire, parce que personne ne sait. Je sais comment ne pas faire, par contre. Il y a plein de choses que je sais qu'il ne faut pas faire. La seule chose qu'il faut essayer de faire avec un comédien, c'est de lui donner envie de jouer cette réplique, lui donner envie de le faire. Et pour lui donner envie de le faire, il faut qu'il ait envie de faire sonner quelque chose correctement. Tout ça est musical. Donc ça s'appelle direction d'acteur, mais c'est très con. Il n'y a rien à diriger. Il y a à collaborer. Et si on faisait ça? Et si on essayait ça? Et si ta réplique, elle était... Toi, tu l'as faite orange. Et si tu la faisais orange jusqu'à ce truc-là, et puis que tu la faisais bleue à partir de ce mot-là, pour remonter ici? Ah, OK, pourquoi pas? Tac, on essaye. C'est comment ça sonne. Mais ça a l'air hyper positif. Donc vous êtes aussi souple que ça. Il n'y a pas Alexandre Astier qui a un grain sur un plateau, qui est insupportable là, ou qui est... Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui m'a trouvé autoritaire. Je ne suis absolument pas autoritaire. Je vais vous dire un truc, je pense que j'équilibre comme ça. Soit je fais les choses moi, je compose, par exemple, j'ai pas à collaborer avec quelqu'un avec qui je dis j'aimerais bien que tu fasses un truc, qu'il fasse... Non, je le fais. Donc ça, bon, on n'en parle pas. Mais ce que je ne fais pas, mes costumes, mes décors, mes coiffures, la machinerie, le cadre, enfin le cadre je le fais de temps en temps, mais je veux dire, tout ça, je prends des gens de grands talents, pas pour leur dire quoi faire, bien au contraire. Je leur dis, les gars, en costume par exemple. Les gens sont habitués, ouais, je vais faire des costumes, et puis je vais les présenter au metteur en scène, j'espère qu'il va me les valider. Et le metteur en scène va dire, non, je voyais un truc plus comme ça, qu'on soit clair, je suis en costume, moins cultivé qu'un mec qui fait des costumes. Mon idée des costumes est plus étriquée qu'un costumier. Mon monde de costumes est moins vaste que celui d'un bon costumier. Donc, quand je reçois un costume de Marilyn Fitoussi, en l'occurrence, qui est une personne de très grand talent,
qui vient en disant j'ai pensé à ça, j'ai envie de m'amuser avec ça, j'ai envie d'expérimenter ça, même si moi je me dis waouh, je m'attendais pas à ça, je me tais, j'attends et je me dis c'est elle qui a raison. Moi je suis là pour traquer les contresens à la limite avec le texte parce que des fois c'est un peu voilà, mais généralement c'est eux qui ont raison, c'est les autres qui ont raison. Okay. Et les acteurs aussi. Ok. Alors Alexandre Astier, donc sur un plateau, voilà ce que ça donne. Dirigez-vous si vous voulez bien, Alexandre Astier, derrière vous, demi-tour. Cette baie vitrée, cette chaise haute face au comptoir, vous pouvez vous y installer. Je voudrais vous emmener là, regardez si vous levez la tête. On est en Lozère. Ah oui. Ah oui. Cette Lozère de votre enfance, ce paysage boisé, aux côtés de votre papa, de votre arrière-grand-mère, Élise, je crois, née en 1898. Oui. Absolument. Et puis cette figurine, est-ce que vous l'avez vue sur le comptoir? Ouais. Elle est belle, hein? Ah oui. Vous avez grandi pas très loin de ces histoires-là, de cette... Oui, et puis l'arrière-grand-mère dont vous parliez, dès l'âge de 10 ans, c'est-à-dire au tout début du XXe siècle, a été bergère. Exactement, c'est la légende de la bête du Gévaudan. Du Gévaudan. Qu'elle vous raconte? Je crois que c'est Mamé. Elle vous l'appelait Mamé, c'est ça? Bah moi, en fait, elle m'a inculqué la terreur du loup, quoi. Parce que c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est ce qui est très compliqué. Elle raconte, en fait, un monde où il faut quand même aller bosser. Parce que c'est un monde très pauvre, évidemment. Et en fait, pendant les attaques de la bête du Gévaudan, qui ont eu lieu entre 1764 et 1767, on comprend pas parce qu'on lit les histoires et on dit les gens envoyaient leurs enfants plutôt par deux au champ pour qu'ils puissent se protéger du loup. T'as envie de dire, attendez les gars, on va le refaire. Hein. Donc là, il y a un loup qui tue des gens, ok? Il les défonce, il les décapite, il les machin. Juste un petit mot pour penser à ceux qui nous écoutent et qui disent, mais c'était pas un loup, c'était un serial killer. Nope, c'était un loup, calmez-vous. Voilà, asseyez-vous, ça va très bien se passer, prenez un petit café. Donc c'est un loup, et les gens envoient leurs enfants quand même. Ils sont tellement comme ça qu'il faut quand même s'occuper des troupeaux. C'est-à-dire, nous, nos enfants, je veux dire, on est d'accord qu'il y a un truc qui se passe dans la rue, on lui dit, attends, tu restes là. Non, ils allaient quand même bosser. Les enfants de 10 ans allaient avec un petit couteau, comme ça, parce qu'on ne sait jamais, si jamais il y a une bête du Gévaudan qui arrive, il faut avoir un petit couteau. Et d'ailleurs, il y a des personnages de l'histoire de la bête du Gévaudan, comme Pierre Portefaix, qui a défendu ses camarades, il avait 10-12 ans, je crois, avec un petit couteau, il a réussi à faire fuir la bête. Et vous êtes encore fasciné au point d'avoir envie d'écrire sur le loup de Gévaudan, une série Oui, j'ai toujours eu envie d'écrire. C'est pas la prochaine chose que j'ai envie de faire, parce que c'est compliqué, puis ça me ramène à une époque de costume que peut-être que j'ai envie de changer un peu certaines choses. Mais je veux dire, de toute façon, écrire sur la peur et écrire sur ce monde-là. Ce monde-là est fascinant. La Lozère est absolument fascinante. Je vous déplace, vous voulez bien? Je voudrais vous montrer autre chose, Alexandre Astier, vers votre... Quand vous levez, vers le fauteuil qui se trouve vers la Lozère, toujours. Ouais, absolument. Là et sur le repose-pied particulièrement. Ah bah alors. Ah bah oui. Ah bah alors. Une partition. C'est lequel? Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Alors, écoutez, la gavotte, l'idée c'était surtout évidemment, parler musique avec vous, parler de vos 6 ans et de cette inscription très tôt, au solfège. Ouais. Écoutez, ma mère avait décidé qu'il fallait faire de la musique. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle s'était mise à penser qu'il fallait absolument faire de la musique, que c'était aussi important, que c'était plus important que les maths, disait-elle. C'est pas vrai, ça allait pas plus, ça allait autant juste. Mais Et très vite, vous adorez Bach. C'est lui plus qu'un autre. C'est marrant parce que je viens d'ouvrir votre partition pile à la page du morceau que je joue dans Que ma joie demeure. C'est ce menu est là en si bémol majeur. C'est celui-là. C'est bizarre, hein? Bon, alors vous avez commencé à composer vers 9-10 ans. Oui. Aujourd'hui, vous signez les musiques de vos films. Oui. Et on peut peut-être même écouter ce que ça donne. Malédiction, dans ce deuxième volet de Kaamelott, un extrait effectivement musical. Alexandre Astier, la musique plus que tout,
La musique, un soin particulier. Elle est, vous dites, elle est omnipotente. Elle connaît presque mieux que moi l'histoire de mes films, de mes personnages du destin. C'est un peu comme l'arme nucléaire, la musique, dans une œuvre comme un film et tout ça, parce que ça a trop de puissance. Il y a quelque chose qui est... C'est capable de vous annoncer tout à l'avance, c'est capable de vous induire en erreur aussi. Donc forcément, c'est une sacrée cartouche que vous avez dans le pétard. Donc il faut l'utiliser, il ne faut pas se gourer, quoi. Et alors, s'il fallait choisir pour le reste de votre vie entre musique ou cinéma, 51 ans, il vous reste encore du chemin. Ouais, je pense que je... Alors, bon, je vous réponds à côté. Non, je vous réponds à côté ou pas. Si, je vous réponds à côté, Non, la musique me suffirait, oui, absolument. Oui. Mais j'ai trouvé un joli métier qui est de fabriquer dans le sens plus général du terme. C'est-à-dire d'imaginer une scène et d'imaginer la musique qui va dessus et de la monter et d'essayer une maquette de trucs, etc., par-dessus le truc que j'ai monté et que j'ai écrit. C'est ça mon métier, moi, c'est tout. Qu'est-ce qui vous fait dire, là, c'est fini, justement, quand vous avez monté Vous avez dit que vous avez vu le film hier. Ouais. Bon, bah, moi, pendant que vous voyez le film, j'étais en train de le finir. Paraît-il. Je me suis couché à 5 du, là. J'en peux plus, OK? Donc, le film sort dans quelques jours, et jusqu'au dernier moment, le problème, c'est qu'on peut améliorer un film jusqu'au bout du bout. Il y a 2 jours, j'étais chez moi en Ardèche en train d'enregistrer une musique. La nuit, dans une maison vide, avec le piano, je pose le micro, le machin, je me prends les pieds dedans, je vais me faire un café, je fais une percu, je fais un machin. On peut toujours faire mieux, quoi. Donc à un moment, la barrière, c'est la date de sortie. Bon alors, lui, il a fait mieux que beaucoup d'autres. Regardons. Non, mais tu entends ce que je pense? Écoute, tu entends ce que je pense? Allez, 3, 4. Allons! Allons! Musique signée François Droubet, musicien autodidacte qui a été arraché à la vie de si jeune, même pas 40 ans. Et évidemment Louis de Funès. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors, beaucoup de choses. Il représente l'enfance, déjà, et il représente un modèle technique de jeu. Il représente un type à suivre, mais techniquement. Il y a toujours un truc qui on peut le dire, je trouve que, de temps en temps, Louis de Funès a été à la merci d'auteurs et de réalisateurs qui n'avaient pas compris comme il aurait fallu le comprendre. Comme c'est devenu effectivement un gars qui amenait du public dans les salles, et il a fallu le faire rire, qu'il fasse rire les gens. Mais De Funès, c'est un acteur avant tout. C'est un acteur qui pouvait absolument tout faire. Tout faire avec une énorme... une virtuosité incroyable. C'est un musicien qui joue, en fait, c'est ça? Oui, mais je pense que je vais vous dire, je pense que tous les grands acteurs sont des musiciens. Je ne suis pas persuadé que Philippe Seymour Hoffman soit un musicien technicien. Je ne sais pas ce qu'il fait au piano, ça se trouve oui, mais peu importe, il est musicien. Quand il joue, ça se voit qu'il pense en temps, il pense en rythme, il pense en rupture, il pense à quand est-ce qu'il fait les choses, quand est-ce qu'il les enlève, quand est-ce qu'il les retire, quand est-ce qu'il s'autorise une lyricité. C'est que ça. De Funès, pour moi, c'est ça. Le problème, c'est que c'est difficile d'aller voir De Funès dans des scènes où il est exactement comme on a envie de le voir. Il y en a, bien sûr, dans tout le cinéma qu'il a donné. Mais il y a aussi des choses, de temps en temps, qui... Bon. Alors, tendez l'oreille. Autre style, maintenant. Non, mais je me marre parce que il y a un truc... Il raconte, John Williams, que quand il
il a emmené Spielberg à côté de son piano et qu'il lui a fait « J'ai la musique de ton film », il a fait « ti 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 ». L'autre lui a dit « Il se fout de ma gueule, qu'est-ce qu'il fait? Il est dingue ou quoi ?» Il savait pas à quoi il avait affaire en fait. Alors, Les Dents de la Mer cultissime, il y a la musique bien sûr, mais alors ce film, je crois que vous le connaissez quasiment par cœur. Vous l'avez vu combien de fois, vous vous souvenez? Bon, je le vois par petits bouts, mais j'en vois régulièrement, j'en vois tout le temps. Et surtout, vous avez commencé à le voir très très jeune, Alexandre Astier. Il paraît que mon père m'a emmené voir ça extrêmement jeune. Oui, 2 ans, je crois. Ouais, dans un camping. Il conteste ça. Hein. Ah, il conteste votre papa? Ouais, mon père, il dit « Attends, arrête de déconner, tu me fais passer pour un taré, machin. » Et vous vous souvenez si ça a été une sorte de traumatisme ou de la réaction que vous avez pu avoir à cet âge-là? Vous vous souvenez ou pas? Je vais vous dire mon traumatisme, parce que mon père, il m'emmenait voir les films qu'il aimait, lui, et parce qu'on voulait passer un bon moment ensemble. C'était pas un truc où il emmenait son gamin voir un film pour lequel il se fait chier. Et je le remercie d'ailleurs beaucoup pour ça, parce que du coup, on a passé des moments où on allait voir un film, nous deux, pas où, voilà. Mon traumatisme, c'est Bambi. Parce que j'ai vu un Disney beaucoup plus tard que j'ai vu ces trucs-là, et Star Wars et les machins, parce que je voyais pas de Disney quand j'étais petit. Bambi, mais je me suis dit, mais ça va pas la tête, les gars? Complètement marteau, non? Et le chasseur, et la maman, et le truc, et non, mais attendez, je suis pas là pour souffrir, les gars, je préfère voir un mec, je préfère voir Robert Shaw qui se fait couper en deux par un requin en carton, que d'aller voir Bambi qui perd sa mère, mais vous êtes zinzin, complètement fou. Alexandre Astier, de la musique, on en a dans cet appartement, si vous voulez bien vous déplacer vers votre bibliothèque. Et si je devais la résumer, vous me corrigez si je me trompe, si je dis que votre formule pourrait être, pour la caractériser, cette bibliothèque, surtout, pas d'aristocratie, pas de hiérarchie des lectures. Qui ressemblerait à quoi, par exemple? Chez vous, pas de hiérarchie des lectures, surtout pas. Tout va, tout, on prend tout, on consomme tout, on découvre tout. Non, on n'en a rien à foutre de tout. Il y en a encore qui en sont là, sérieusement? Vraiment? Non, mais c'est dingue, ça. Je vais vous dire, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, bon, je mets mes lunettes, ça va? Mettez vos lunettes, mais chopez-moi. Mais c'est dingue de se moquer des vieilles personnes comme ça, dans une émission quand même qui pourtant a pignon sur rue. Vous avez ça, là, vous avez Don Giovanni. Foutre en l'air. Vous avez repéré. Vous avez un Don Giovanni ici. Dites-moi. Don Giovanni, on est d'accord. Moi, je peux me mettre une petite chemise, machin, aller à la Philharmonie, machin, etc. Et puis voilà. Mais quand, très honnêtement, quand Actarus court dans le couloir comme ça, ok, et passe par une trappe comme ça pour aller dans une moto à crémaillère et qui fonce dans le truc et qui fait une transmutation en l'air comme ça quand il tombe dans le truc, vous avez vraiment encore des gens aujourd'hui qui considèrent que ça, c'est de l'art et l'autre non. Vous perdez du temps. Voilà. Vous perdez du temps. Écoutez le message d'Alexandre Astier. Alors, vous voulez écouter Don Giovanni? Non. Attends, l'art romantique, il y a quoi dedans? Il y a qui? Non, mais l'art romantique... Non, mais regardez, parce que ça... Vous voyez, jusqu'au boutiste. Hein. Voilà, on les fait plus, ces trucs-là. Mais attendez, parce que morceau gracieux, ça veut rien dire, morceau gracieux. Mendelssohn, Robert, machin. Il y a pas... non, il n'y a pas. Vous voyez, je vous disais quoi tout à l'heure? Je vous disais, quand est-ce que vous savez sentir que là, c'est fini? Hein, c'est ça, hein, je crois. Allez, on va zapper la musique, alors. Vous me laissez une petite photo, Alexandre Astier? Non, je comprends, il y a des moments qui n'ont pas besoin d'être accompagnés de musique. Oui, non, c'est... Donc voilà. Bon, alors, laissez-moi un petit autoportrait. Si, vous avez Ton Kopman. Si, vous aviez Ton Kopman. Pardon. Alors, vous savez quoi? On va l'écouter. Ton Kopman qui n'a pas toujours eu un look. On peut se foutre de la gueule du physique ou pas? Bon, allez, ça va bien. Allez, je vous le passe, celui-là. Ah, voilà. Le clavecin. Ton Kopman. Du néerlandais Ton Kopman, exactement. Alors lui, ça lui a plu, Bach. Hein. Je sais pas à quel âge, mais... Ton Kopman, le choix d'Alexandre Astier. On écoute, évidemment. Le son est bon chez moi, hein. Pas mal, hein. J'aime bien que vous disiez que vous êtes chez vous, ça me va. Ça. Bah oui, ça aurait été pas mal de finir avec Zorro aussi. Vous pouvez pas imaginer à quel point ce mec m'a galvanisé. J'avais envie de sortir de chez moi et d'aller sauver la veuve et l'orphelin. D'ailleurs, je ne connaissais pas ni de veuve ni d'orphelin, puis encore moins à sauver. C'était un peu moins le drame de ma vie. Et donc c'est tout ce qu'on retrouve dans le Roi Arthur, finalement. Voilà. Ouais.
Je voudrais évidemment vous saluer, vous remercier infiniment pour ce moment. Merci beaucoup. Pour ce rendez-vous avec la première partie du deuxième volet de votre saga culte Kaamelott, dans les salles dès le 22 octobre. Ouais. Merci Alexandre Astier. Vous pouvez rester là si vous voulez, je vous garde. Salut à vous Alexandre.